Aujourd'hui, nous avons donc deux exposés prévus. Donc, pour moi, la deuxième exposés prévus. Donc, pour moi, la deuxième partie, donc intitulée sur mélancolie et genre. Et ensuite, Laura Chacon présentera donc un travail qu'elle a appelé Amour en fuite, amour fugace. On va peut-être faire les deux exposés l'un à la suite de l'autre. Et ensuite, nous, avec le temps qui nous restera, nous discuterons. Voilà. Bon, donc, alors, aujourd'hui, donc, dans cette deuxième partie de Mélancolie et genre, je vous ai mis une citation de Judith Butler, hein, donc, dans le résumé, dans l'argument, qui est celle-ci. Un type différent de généalogie dans la formation du sujet, qui prend en compte la manière dont ce qui reste indiciblement absent habite la voie psychique de celui qui demeure. Voie VOIX. Donc, page 283, la vie psychique du pouvoir. Alors, cette phrase mérite qu'elle soit dépliée parce que, quand même, elle annonce une thèse sans doute discutable, mais qui m'interpelle et je vais essayer de démontrer en quoi cette thèse qu'elle développe prend du sens, notamment pour la question de tout ce qui tourne autour du thème du genre et de la mélancolie, et notamment de la mélancolie de genre, dont vous allez voir aussi que je vais tordre un peu ce terme-là. Donc, un type différent de généalogie dans la formation du sujet. Donc, là déjà, donc, la généalogie dont il s'agit, il faut entendre par généalogie une forme de construction historique et non pas l'arbre généalogique du sujet. Donc ça, je le rappelle simplement, hein, et elle fait référence à une méthode de déconstruction qui est présente dans la philosophie allemande, disons depuis Nietzsche, Schopenhauer, hein, donc, et qui a été continuée donc, de tout au long des 2 siècles qui ont suivi dans ce développement. Et donc, il faut entendre la généalogie dans ce sens-là, bien sûr. Hein. Alors, le deuxième point, qui prend en compte la manière dont ce qui reste indiciblement absent habite la voie psychique de celui qui demeure. Donc, c'est une généalogie donc, qui est une forme donc, de déconstruction qui rend compte de la construction du sujet, hein, et qui prend comme outil, comme élément de cette construction-déconstruction, elle prend un élément qui est indiciblement absent. Donc, elle prend donc un élément qui est à la fois négatif, hein, et qui est hors du disciple, indiciblement. Ça ne peut pas se dire. Hein, donc, et ce qui est absent et ce qui est indicible dans cette phrase habite la voie psychique de celui qui demeure. Elle habite la voie, donc VOIX, hein, la VOS. Hein, donc, elle pose donc qu'il existe donc pour fonder un sujet qui parle avec une voix, hein, qu'il y a dans la voix du sujet un élément, hein, qui est absent et indicible, mais qui l'habite. Donc, vous voyez qu'il y a dans le fond une positivité de quelque chose de profondément négatif. Elle fait donc exister, hein, donc, un élément qui, justement, se manifeste par son absence et son inexistence, hein, qui est une inexistence en quelque sorte criante. Hein. Donc, bon, évidemment, ça pourrait être très bien illustré par le cri de Munch, hein, par exemple, donc, comme tableau, puisqu'on voit effectivement un cri qui est muet et qui est en même temps dont on sent la puissance, en quelque sorte, par le fait même qu'il soit représenté sous forme d'image, donc dans un élément qui est hétérogène à celui de la voix, et que ce cri semble aussi retentir, on voit qu'il déforme l'espace qui est fait des traits du sujet et
et également le paysage qui entoure donc ce cri autour de ce trou de la bouche. Hein, donc, et là, donc effectivement, qu'est-ce qui donc est indiciblement absent et qui habite la voix hein, dans le psychique, celui qui demeure, c'est un élément de construction où on voit que il y a une absence, donc va structurer donc la parole du sujet dans la construction du sujet et qui va être un élément qui n'est pas vraiment détectable directement, que de la même façon, peut-être qu'en astronomie, un trou noir est présent, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet sur le sujet sans pouvoir être dit, ni pouvoir, et il va échapper à l'espace de la représentation. Et ça, Judith Butler lui donne un nom que nous connaissons dans le vocabulaire lacanien, qui est un nom de forclusion. Elle dit qu'il y a des forclusions donc, qui sont constitutives du sujet, hein, donc, et à partir de quoi elle va donc développer ce thème de la mélancolie de genre. Alors, donc du coup, comment donc essayer de comprendre cette chose-là, donc à partir de la mélancolie d'un côté et à partir du genre de l'autre. Alors, on va commencer déjà à comprendre qu'est-ce que ça peut être un reste indiciblement absent qui habite la voix psychique de celui qui demeure, hein, c'est-à-dire celui qui est là, qui parle. Ah donc, quel est mon reste indiciblement absent qui m'habite, hein, moi en tant que demeurant et étant dans le monde. Il faut comprendre la mélancolie d'une certaine manière, c'est-à-dire que la mélancolie, vous voyez, en général quand on parle de la mélancolie, on parle de la dépression mélancolique, c'est-à-dire de la crise mélancolique proprement dite, dont Freud a élaboré une structure, une approche métapsychologique extrêmement fine dans le deuil et mélancolie en 1915. Mais aussi, quand on parle de la mélancolie, du coup, on se pose la question de savoir comment les sujets qui, lorsqu'ils vont bien, ne sont pas, comment se fait-il qu'ils ne sont pas mélancoliques tout le temps? Qu'est-ce qui fait qu'à des moments, ils sont mélancoliques hein, et d'autres moments, ils ne sont pas mélancoliques hein, donc, quel est donc l'élément de construction psychique hein, qui fait, hein, quelle est la généalogie de la formation du sujet qui fait que le sujet donc hein, n'est pas toujours en train d'exprimer une mélancolie clinique hein, qui est manifeste par je dirais que le trait, s'il faut garder une phrase de Deuil et mélancolie, c'est de 1915, c'est l'ombre de l'objet tomba sur le moi. Ça, c'est là, s'il faut retenir une phrase, donc c'est celle-là. Donc, essayons de rapprocher donc cette phrase, l'ombre de l'objet tomba sur le moi, et cette phrase de Judith Butler, hein, donc un reste indiciblement absent qui habite la voix psychique de celui qui demeure. Hein. Bon. Alors, ce que nous savons, donc, qu'est-ce que ça peut dire l'ombre de l'objet hein, donc, c'est pas si simple que ça. C'est bon, on peut se dire c'est une formulation poétique en quelque sorte. Hein, donc l'ombre de l'objet tombe sur le moi et en fait l'objet tombe sur le moi. C'est pas exactement ça. Qu'est-ce que c'est que l'objet pour un sujet donc mélancolique Freud dit que ce qui rapproche la mélancolie du deuil en disant que dans les deux cas, il y a une perte. Hein, donc, il y a donc bien une perte d'objet. Quel était donc l'objet du mélancolique hein, donc, et pourquoi donc se fait-il que dans la mélancolie, l'ombre de cet objet tombe sur le moi? Ce n'est pas exactement l'objet. Alors, quel est l'objet du mélancolique? Alors, ça, Freud dit que des fois, l'objet, ce sont que la mélancolie se fait par rapport à des pertes que l'on peut repérer, hein, en quelque sorte. Cela peut être un être cher, hein, de la même façon hein, que dans le deuil, lorsqu'il y a la perte d'un être aimé. Hein, mais cet être cher, ce n'est pas forcément d'ailleurs un être humain, ça peut être une valeur, hein, donc, qui peut être la perte de ce sujet mélancolique. Et plus que ça,
ça peut être même ce qui est perdu, c'est la façon dont cette valeur était investie par le sujet lui-même et comment il faisait vivre cette valeur en dehors de lui-même. Hein, donc, je m'explique. Par exemple, un sujet mélancolique qui aime son épouse, simplement. Donc, son épouse, donc, elle peut être appréhendée en tant qu'objet, donc extérieur à lui, hein, mais en même temps, il peut afficher un amour tellement, disons, exemplaire de cette épouse que dans le fond, son objet n'est plus l'épouse elle-même, mais la valeur que lui-même investit, hein, dans cette épouse. Hein. Donc, l'objet lui-même reste donc fondamentalement très narcissique, tout à fait de l'ordre de lui-même. Hein. Et c'est ce qui est investi dans le fond, c'est quelque chose qui peut-être, hein, n'est pas exactement lui-même. Hein, parce que là, cet objet que l'on voit, donc l'amour admirable d'un sujet mélancolique, qu'un sujet devenu mélancolique portait à son épouse. Donc, ça peut être à son travail, ça peut être à une valeur politique, hein, ça peut être autre chose hein, mais donc j'ai dit une épouse, on va rester là-dessus. Donc, donc cet objet donc, apparaît brillant, il est lui-même. Donc, hein, ça se voit, c'est dans l'ordre social. Cet homme-là, hein, est exemplaire, hein, pour la dédication qu'il donne à son épouse. C'est caractéristique des sujets qui sont enclins à la mélancolie. Ce sont des sujets exemplaires. Hein. Très souvent, ils se manifestent par l'exemplarité et par le niveau tout à fait essentiel, important de cet investissement. À quel point donc ils sont, ils représentent en quelque sorte presque, en définitive, une image idéale donc de l'investissement, par exemple, amoureux. Donc, et là, ce qui trompe, ça ne veut pas dire que le mélancolique donc, est attiré fonctionne avec l'idéal du moi, hein, mais il construit en tout cas une image qui, aux yeux d'autrui, peut paraître idéale. Mais ça ne veut pas dire que le sujet enclin à mélancolie est cet idéal. Mais en tout cas, c'est un objet que l'on voit qui est brillant, un objet narcissique, hein, qui est donc en dehors de lui. Hein, et alors, quelle est l'ombre de cet objet, justement, hein, l'ombre de cet objet, dans le fond, n'est-il pas, s'il fait tout ça, donc quand il va faire sa mélancolie, ce sujet-là, après avoir perdu son épouse, qu'est-ce qu'il va dire? J'étais horrible avec ma femme, hein, j'ai été tout le contraire d'un bon époux, hein, j'ai été je l'ai trahi, je n'ai pas su l'écouter, je n'ai pas su être dans son délire mélancolique. Donc, il va s'accuser de tous les maux qui vont être en quelque sorte l'inverse même de la position qu'il a soutenue et qu'il a montrée au monde. Hein, donc, et c'est là, effectivement, où on voit ce que c'est que l'ombre de l'objet. C'est en fait une négativation, hein, de ce qui apparaissait comme objet brillant, donc aux yeux d'autrui, aux yeux du monde. Hein, l'ombre de l'objet, c'est dans le fond ce qui apparaît dans le délire mélancolique, hein, c'est l'auto-accusation, hein, où il va expliquer que non, il n'est pas le mari exemplaire que vous croyez, hein, et la vérité de son être, hein, c'est qu'il est une forme d'anti-mari idéal, que presque sa femme, donc du coup, est morte à cause de lui, à cause du désamour profond qu'il pouvait lui porter. Donc, vous voyez que je fabrique donc le délire mélancolique à partir de la structure de suppléance de sujets mélancoliques, en pré-mélancolie, qui pouvait être amant exemplaire. Donc, voilà ce point-là. Et du coup, on voit ce que c'est que l'ombre de l'objet. L'ombre de l'objet, c'est cet élément négatif, hein, qui est une sorte d'axiome qui s'il est indicible, hein, parce qu'il ne peut pas se dire, hein, c'est dans le fond, hein, je suis une sorte d'anti-époux, hein, un anti-mari, je suis une ordure inimaginable, hein, et tout cela, hein, donc toute ma vie, je vais passer ma vie à couvrir
cet élément-là, cette voix psychique qui m'habite, qui est celle que je suis une ordure et que je suis donc incapable de réellement aimer autrui. Je vais donc, et c'est ça qui me construit, cette incapacité d'aimer réellement autrui. Et comme c'est complètement indicible, cela ne peut pas se dire, et cela m'habite complètement, et toute ma voix et tous les gestes et tout ce que je porterai dans la vie vont être le contraire de ça. Mais si je perds cet objet-là, ce qui va apparaître, ce qui va me revenir dans le réel, c'est cette ombre horrible et menaçante de ce que je suis, de mon être qui m'habite, mon être de négativité qui m'habite et qui va me coller donc sur le moi. Je crois que c'est comme ça qu'on peut interpréter donc l'ombre de l'objet tomba sur le moi. Il faut bien comprendre au départ comment se construit donc du coup la relation d'objet chez un sujet qui est enclin à la mélancolie. Et donc ce que montre donc du coup en termes de généalogie de la structure du moi, c'est la possibilité que nous nous construisions avec des éléments indicibles, qu'un moi ne se construise pas seulement à travers des éléments visibles, que la forme même de construction du monde et de soi soit sous-tendue par des éléments donc invisibles, qui sont indicibles en quelque sorte, et dont l'apparition même, donc si le sujet s'en déprotège, surgira comme une forme de mélancolie. Et là, donc, la clinique de la mélancolie peut montrer donc, cet élément assez facilement. Donc là, on est en dehors donc, de la mélancolie proprement dite de genre. Mais c'est pour vous faire comprendre que ce peut être en quelque sorte le fait même que des choses inavouables, indicibles, irreprésentables puissent construire la façon dont un sujet apparaît dans le monde, puisqu'il va apparaître sous une forme en quelque sorte inversée. Cette ombre va apparaître inversée sous forme de quelque chose de particulièrement brillant, social, sous forme d'une symptomatisation, pour nous dire, qui est celle de l'ordre du symptôme mélancolique, c'est-à-dire ce qui est différent de la crise de mélancolie. Que j'ai va bien, son symptôme mélancolique, c'est la façon qu'il aura de couvrir cette ombre qui l'habite et qu'il ne connaît pas. Il va la couvrir et en faire un objet extrêmement brillant. Voilà. Donc, alors là-dessus, donc bien sûr, pour arriver à bien comprendre ça, il faut effectivement aller au-delà de la clinique de l'accès mélancolique pour comprendre comment est structuré un sujet qui peut déclencher une mélancolie. Et là, bien sûr, dans Freud, on ne le trouve pas. Et quand je vous ai décrit donc, cette histoire de Marie exemplaire, on peut penser que c'est un sujet obsessionnel, obséquieux, méthodique, qui range, etc. Il ne s'agit pas de ça, parce que disons qu'en l'étudiant phénoménologiquement, un psychiatre allemand, Hubertus Tellenbach, dans un ouvrage qui s'appelle La mélancolie, donc, a construit autrement la façon qu'un sujet donc, qui peut déclencher une mélancolie fabrique sa mondanité, sa façon d'être au monde, sa façon de rentrer en relation avec autrui. Et il a appelé ça non pas donc, personnalité, il a appelé ça typus. Et ce qui le caractérise, donc ce typus, c'est justement ce qu'il a appelé une hypernomie. Donc, c'est une sorte donc, de supernom. Hypernomie, ça veut dire ça. Ça veut dire à la fois donc, un attachement très viscéral à quelque chose qui est l'ordre de la norme, donc un attachement très profond donc, à l'ordre. Et le fait même de ne pouvoir vivre qu'en incarnant cet ordre-là et de ne s'en écarter en aucune limite. C'est-à-dire que l'ordre même selon lequel ces sujets-là donc, vivent dans un secteur qui se sont donnés ne peut pas souffrir, ne peut pas donc à la fois dépasser ses limites, si ce à quoi cet ordre-là s'applique
venait à être atteint ou détruit comme dans la perte d'un être cher, donc pour lequel ce sens de l'ordre s'appliquerait, à ce moment-là, le sujet se retrouve privé de sa suppléance. Et à ce moment-là, l'ombre de l'objet tombe sur le moi, hein, puisque ce qui empêchait que l'objet montre son ombre, c'est qu'il était effectivement, le sujet était projeté au dehors de lui-même dans la lumière. Hein, donc, mais par contre, si l'objet, donc, en quelque sorte, disparaît, il y a un retour vers le moi et ce n'est plus, et il perd toute sa brillance, c'est l'ombre et son inverse. Voilà. Donc, je pense que là, c'est compréhensible en termes de ce que j'ai donné comme en termes de description de la mélancolie. Et aussi, l'autre point que je dirais, c'est que cette ombre de l'objet chez le sujet mélancolique, et on le voit avec la force de la certitude que présente le délire mélancolique, c'est que cette ombre qui est donc cette voix indicible n'est pas quelque chose de refoulé. Hein, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que du refoulé. Et bon, Judith Butler dit que c'est du forclos, hein, que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la forclusion. Et effectivement, nous, en tant que lacaniens, on serait d'accord, au moins en ce qui concerne la mélancolie clinique, quand le sujet vient vous dire qu'il est une ordure, hein, il y a le trait de certitude que l'on voit dans la psychose, hein, donc d'une façon très, très claire. Voilà. Donc, il ne s'agit pas donc d'une ombre qui serait comme celle d'un désir refoulé. Hein. C'est au contraire, hein, c'est quelque chose qui est à la fois donc très profondément exclu à l'intérieur du sujet, mais qui ne l'habite pas moins. C'est pas parce qu'il est exclu à l'intérieur du sujet qu'il ne l'habite pas, hein, et aussi qu'il ne s'inscrit pas, hein, donc de façon indicible, de façon silencieuse, et qu'il n'habite pas, hein, la voix psychique, hein, de celui qui demeure, c'est-à-dire celui qui reste, celui qui se voit, celui qui apparaît en lumière. Passons donc à la question du genre. Imaginons donc la même situation donc, avec la question de genre. Le genre est en lui-même donc une forme particulièrement nomique, hein, d'inscrire l'action des sujets dans le monde. Hein, et c'est quelque chose qui s'inscrit avec une force massive, hein, donc jusqu'à une certaine époque en tout cas, puisque il se manifeste donc sous la forme d'une hétéronomie donc du genre, en nommant les sujets, donc garçons, hein, par exemple, ou filles à la naissance, hein, d'une façon qui est extrêmement claire, et cela est suivi ensuite par une éducation qui est particulièrement marquée par le fait que cette inscription du genre et du sexe va ne dépasser seulement le champ de la nomination pour se répéter par des actes ritualisés donc à tous les instants de la vie, qui font que les sujets donc vont se ranger, hein, donc sous un genre ou sous un autre, et en général en obéissant à la loi hétéronomique qui les a constitués. Alors, pour arriver à ça, donc, comme je l'ai montré l'autre fois, nous avons un tas de gestes, d'actions, d'actes donc inconscients que nous pouvons donc faire, hein, pour véritablement donc matraquer les sujets, hein, et effectivement les inscrire, hein, dans un ordre genré. Donc, j'ai cité le cas de ma belle petite fille, donc à qui, donc d'une façon très inconsciente, j'avais offert, donc il y a 13 ans, une énorme, comment ça s'appelle, coiffeuse. Voilà, une énorme coiffeuse toute rose, hein, donc plus cucu, plus genré que ça, plus rose que ça, tu meurs, c'est pas possible. Donc hein, voilà, et plus gros aussi. Donc et tout ça donc
je l'avais fait d'une façon, franchement, je dois dire, assez tout à fait inconsciente. En tout cas, j'en ai réalisé la portée que des années plus tard, hein, surtout, et je m'en suis souvenu simplement parce que la dite petite fille, hein, a dit qu'elle tenait énormément à ces objets. Voilà, qu'elle voulait pas que ces objets disparaissent. Nous, on voulait les faire disparaître, donc parce que bon, euh, ça prend de la place, hein, quand même. Donc, et j'en voulais. Donc voilà, ces objets-là donnent des chemins au sujet. Et donc, à côté de ces chemins que les sujets donc, suivent en étant donc en assujettis, et là, on parle de l'assujettissement dans un double sens. Donc, un sujet est assujetti parce qu'il décide d'être sujet, c'est-à-dire qu'il accepte en quelque sorte la façon dont il est nommé, dont il est genré, hein, et il se représente comme genré. Donc, à ce niveau-là, c'est une façon donc à la fois donc active du sujet de s'assujettir. Donc, hein, il va donc porter serment de genre en quelque sorte, donc, comme à l'époque féodale, on emploie les termes de sujet et assujettir. Hein, nous sommes dans une forme de féodalité psychique quand même, hein, par rapport à un certain nombre d'ordres. Hein. Et d'autre part, le sujet est assujetti, c'est-à-dire que quand même, on voit bien que cet ordre-là, même si le sujet se retourne vers lui, s'y attache passionnément, comme dit Judith Butler, on voit quand même que même s'il attache pas passionnément, eh bien, on va lui resservir une louche et encore une couche et encore une couche jusqu'à ce qu'il accepte et jusqu'à ce que le sujet ait bien compris. Donc bah oui, donc je suis vraiment une fille, etc. La coiffeuse, et je joue, et je me fais jolie, etc. Et ceci et cela, hein, et ça marche, et je m'inscris, hein, et je m'inscris de là-dedans. Donc il y a à la fois donc une action du pouvoir donc qui se fait, hein, et qui aussi en même temps un consentir du sujet à ce pouvoir. Là c'est là, donc ça c'est ce qui est en lumière, hein, en quelque sorte, et le sujet donc va donc se montrer donc comme Mabel Pittivi, il va se montrer donc un sujet féminin dans le monde. Hein, donc de la même façon, hein, que le mélancolique va se montrer donc un mari un exemplaire vis-à-vis de son épouse, il va montrer ça comme objet. Le sujet féminin, hein, va se montrer donc effectivement avec une forme d'exemplarité, hein, donc il va être un exemple donc du genre féminin donc produit dans le monde. Donc voilà la face visible. Mais alors, qu'est-ce qui est donc du coup dans cette opération que nous avons fait d'assujettissement dans les deux termes, qu'est-ce qui est mis à côté de cela, hein? Il est mis, ce qui est laissé de côté, ce sont toutes les autres possibilités, hein, qui auraient pu constituer ce sujet en tant que visible dans le monde. Hein. Ça va être donc tout ce qui n'a pas été en quelque sorte choisi là-dedans va s'inscrire comme ombre, hein, au niveau du sujet, hein, et donc va donc être une forme de reste indiciblement absent qui va habiter la voie psychique, hein, de l'être genré. C'est-à-dire que le sujet donc, qui est inscrit et qui s'inscrit dans la matrice hétérosexuelle, dans le fond, hein, possède à côté de lui, hein, l'ombre mélancolique, hein, qui le constitue de toutes les possibilités, hein, qui auront été écartées. Hein. Et évidemment, si le sujet va se conduire dans la vie comme en dehors de la voie qui lui est indiquée proprement ditement, donc d'être une fille et d'agir comme une fille, de se coiffer, de faire tout ce qu'il faut dans ce genre-là. Hein, c'est bien je dis dans ce genre-là de deux façons donc, différentes, du coup je m'en rends compte. Si le sujet s'écarte de ça, il va recevoir une insulte d'autrui, hein, donc par exemple
une fille qui va se mettre un peu garçonne, etc. Donc, elle va pouvoir recevoir donc l'insulte d'autrui en disant qu'elle est, je sais pas, qu'elle est une camionneuse, hein, ou qu'elle est pas authentique, qu'elle se prend pour un garçon, hein, que c'est un garçon manqué, par exemple, qui est une forme d'insulte. Donc, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui va attaquer, donc en quelque sorte, l'être, qui va amener petit à petit le sujet à se ranger et à rentrer dans le rang. Donc, on voit bien que la partie donc exclue du sujet, si elle déborde un petit peu, elle se manifeste dans le langage sous un mode de l'exclusion ou de l'insulte. De la même façon, si le garçon donc, à qui on a offert des petits soldats, etc., donc se met à vouloir jouer avec la coiffeuse de sa petite sœur, ça va faire aussi des histoires, et on va lui dire mais non, c'est une fille, tu es une fillette, tu fais ça, tu es une fillette, tu peux pas faire ça, etc. Donc tout un tas donc de choix donc d'organisation de la libido et de l'investissement de soi sont écartés et restent donc, et ce qui est écarté n'en est pas moins constitutif. On est constitué de ce, pas seulement de ce dont nous nous représentons, nous sommes aussi constitués par ce que nous avons mis de côté et écarté. Hein. Et donc, c'est là où se situe, à côté donc de la matrice hétérosexuelle de Judith Butler, peut-on dire, hein, la matrice mélancolique de genre qui la soutient et qui la constitue. Hein, ce sont justement ces objets absents, ces cris absents, ces investissements absents qui sont au creux de la voix et qui habitent indiciblement la voix psychique de chaque sujet qui s'est constitué à travers la matrice hétérosexuelle. Voilà, donc la situation. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, je vous ai dit l'autre fois que nous allions nous intéresser, donc, finalement, pas tant au sujet donc, qui est queer, mais à l'incidence sociale du mouvement queer sur la plupart des sujets. Hein, et là-dessus, je vous ai dit que qu'il y avait eu un livre extrêmement intéressant qui avait été écrit par Bruno Perrault, qui s'appelle Qui a peur de la théorie queer, donc, et dans laquelle Bruno Perrault analyse donc les mouvements sociaux et la discursivité qui soutient les mouvements sociaux en lutte contre le développement donc du féminisme en premier lieu, puis du pacte d'union civile, et ensuite du mariage pour tous. Et s'il avait écrit maintenant, il aurait certainement écrit sur l'apparition sur la scène sociale, comme nous la voyons apparaître maintenant, la scène sociale du trans. Donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe donc à ce niveau-là? Comment pouvons-nous le penser? Qu'est-ce qui arrive donc finalement chez un sujet straight quand il est confronté au mariage pour tous? Qu'est-ce que cela lui dit? Qu'est-ce que cela lui fait? Parce que, bien sûr, je pense que cette réaction donc, des sujets qui ont été confrontés donc, à l'extension des lois d'union civile, qui ont été confrontés au mariage homosexuel et qui maintenant sont confrontés au fait qu'il y a une facilitation donc, du changement de genre des sujets, au point qu'il y ait pratiquement donc maintenant pratiquement un élève par classe, donc statistiquement, donc qui est devenu transgenre. Donc, qu'est-ce que cela fait aux autres et comment peut-on comprendre quel effet cela peut leur faire et pourquoi, donc, dans le fond, ils peuvent s'inscrire des fois en contre et voire aller jusqu'à manifester par millions pour refuser ça, pour restaurer l'ordre antérieur. Pourquoi cela les affecte? Puisque dans le fond, c'est pas leur problème, on pourrait dire. Donc c'est le problème
Donc, c'est le problème des autres. Si le gars il veut se marier, si ce mec-là il veut se marier avec un autre mec, qu'est-ce que qu'est-ce que cela peut bien faire donc à un sujet donc hétérosexuel inscrit dans la matrice hétérosexuelle. Donc, alors ça c'est justement la question, parce que alors on peut dire ça comme ça, on dit bon écoutez, basta, c'est décidé, c'est écrit comme ça, mais pourtant on voit quand même qu'il y a un effet, il y a un effet clinique et un effet massif chez donc dans le monde straight en quelque sorte de ces lois-là, alors que personne n'empêche les gens straight de rester straight. Donc, absolument personne. Donc, ils peuvent continuer pareil. Et pourtant, pour eux, dans le fond, et pour beaucoup, ce n'est plus pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette remise en question radicale? Qu'est-ce que l'on voit? Donc, on voit que la différence sexuelle ne fonctionne plus comme argument d'autorité organisateur de la vie psychique et sociale. Alors qu'avant, cette persistance-là, donc cet argument d'autorité, restait de façon réifiée, parce qu'elle et elle permettait notamment aux personnes qui sont traditionnelles, c'est-à-dire les personnes religieuses, de s'accommoder, par exemple, de la coexistence avec les athées et les agnostiques. Et ce que l'on voit aussi, c'est que cette remise en question a des effets chaotiques. Chaotiques dans les deux sens. C'est-à-dire que ça les secoue, comme le chaos, mais en même temps, cela traduit pour eux, c'est ça, je joue sur l'homonyme, c'est que le chaos désigne l'absence d'ordre effrayante qui régnait avant la création. De ça, donc, on trouve cette référence au chaos dans la théogonie d'Hésiode, mais on en trouve sans que le mot chaos soit prononcé, on trouve un certain nombre d'allusions donc dans la Bible. Donc l'apparition donc du genre non plus comme expression du sexe, donc mais comme concept critique, des organismes profondément toutes ces références culturelles qui sont très inscrites, soit directement religieuses, soit sécularisées, c'est-à-dire que dans le fond, c'est du religieux qui ne dit pas son nom, et nous vivons beaucoup avec des éléments comme ça. Donc, ça désorganise profondément ces références, d'autant que ces êtres chaotiques, bien souvent, surgissent à l'intérieur des familles de traditions religieuses. Du point de vue de celui qui s'appuie sur la religion, le changement des lois sociales organisant les systèmes de discrimination sexuelle ouvre un espace dans lequel peuvent se perdre ses proches, la famille, les enfants. Et aussi, on comprend comment ces bouleversements sont producteurs de perte de sens, producteurs d'une perte d'organisation et de perte de nomos, donc de ce qui fonde la loi et le nom des sujets. Et là, vous voyez qu'on revient à cette description du sujet enclin à la mélancolie comme un sujet hypernomique. Donc, la dénaturalisation sociale du genre est un fait social qui s'impose. Et du coup, la matrice hétérosexuelle majoritaire, qui était non seulement majoritaire de façon très très importante, mais elle était surtout hégémonique, c'est-à-dire qu'elle ne laissait aucune place à autre chose. Là, de hégémonique, elle ne devient plus que majoritaire, et du coup, elle se voit remise en question dans son droit à déterminer la légitimité des sujets qui ne s'y inscrivent pas. Et cette remise en question, cette délégitimisation d'organisateurs puissants sociaux, portés donc par l'autre, peut-on dire, et sous le mode à la fois du symbolique, mais également des normes, cette délégitimisation de la société des mentalités génère ce qu'un sociologue avait repéré donc à la fin du 19e siècle, Durkheim, il avait appelé anomie. Et l'anomie, c'est dans le fond la forme, en quelque sorte, c'est l'ombre, si vous me permettez, d'un objet qui est le nomos, qui désigne tout en un la loi et le nom du sujet. Vous avez le nomos, disons, d'un côté, et de l'autre, l'anomie. Et quand le sujet, qui est mélancolique, perd ses
ces investissements hypernomiques, donc ils tombent dans l'anomie mélancolique. Et donc l'anomie, c'est l'absence de nomos, le chaos constitutif qui revient et qu'il constituait et qu'à ce moment-là, il va manifester. Vous voyez l'opposition donc de anomie et nomos, et que je mets en rapport avec la mélancolie, donc d'un côté, et la mélancolie protégée, c'est-à-dire la mélancolie présente dans le monde social et construisant donc le monde avec brio, et d'un côté la mélancolie qui chute, donc qui passe de l'hypernomie d'un côté à l'anomie, donc la perte même de sa suppléance proprement dite. Et donc l'anomie durkheimienne, donc elle concerne donc aussi bien à la fois donc toute une masse de sujets, parce que c'est une donnée sociologique, mais elle concerne également donc chaque individu. C'est pour ça d'ailleurs que en psychanalyse, on sait bien à la fois on veut ne pas être sociologue, parce que nous voulons donc soutenir la singularité d'un sujet, mais d'un autre côté, nous savons bien qu'on analyse donc l'ordre social et l'ordre subjectif, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de similarités que de différences, et que dit Freud et Lacan dans de nombreux liminaires, donc que l'on trouve par exemple dans Psychologie des foules, la première phrase, elle dit ça. Donc elle dit l'opposition que l'on voit entre psychologie du moi et psychologie de la foule, par exemple, n'est pas. Il y a beaucoup plus de similarités que de différences à la regarder de près. Donc, nous avons beaucoup plus à apprendre, en définitive, du fait sociologique, l'interprétation du fait sociologique, et de le réimporter donc dans notre approche du sujet. Donc, de dire non, nous écartons la sociologie, nous fondons notre travail sur la singularité pure du sujet, et nous nous écartons de toute référence donc qui soit générale, parce que justement le général effacerait la singularité. Donc même donc Freud comme Lacan se sont inscrits contre ces éléments-là. Donc aussi, donc vous m'autoriserez donc à parler d'une des premières références de Lacan avant qu'il s'intéresse plus à Lévi-Strauss, qui est celle de Durkheim. Lacan, c'est vrai que c'est plus appuyé sur Durkheim, sur le thème du déclin du père. Il n'est pas tellement intéressé à l'anomie, mais il aurait pu, parce qu'à ce moment-là, il aurait pu continuer à s'intéresser à Durkheim en même temps qu'il s'était intéressé à Lévi-Strauss, puisque l'anomie nous approche, avec la mélancolie et la dépression, donc il y a une voie qui donc s'est perdue et que l'on reprend donc à ce niveau-là. Donc l'anomie, donc je reviens donc qui est donc la mélancolie sociale proprement dite, donc l'équivalent de la mélancolie sociale dans le social, de ce qu'est la mélancolie chez le sujet. Donc c'est le bouleversement de ce qui est l'énomie, l'énomie, c'est-à-dire les nomos, qui sont les lois d'assujettissement des sujets dans une société donnée. Donc on a un bouleversement donc des normes constitutives qui sont aussi bien du pouvoir que du sujet. Bouleversement de la vie psychique qui peut conduire au suicide. C'est comme ça que... Alors le suicide, c'est la pointe en quelque sorte. C'est la pointe clinique. Parce qu'un suicide, ça se voit, ça se compte, etc. Ça marche sociologiquement. Mais bon, et comme on les mesure, comme par exemple avec la pandémie, la meilleure façon de bien compter, ce sont les morts. Mais en fait, à côté des morts, il y a des gens qui sont très malades, un peu moins malades, un peu il y a tout un tas de bouleversements, etc. Mais pour bien repérer le truc, c'est les morts. Donc, et pareil en sociologie. Donc, on examine donc une maladie sociale, une crise sociale, avec des chiffres comme les suicides, on compte les morts comme en épidémiologie. Donc, c'est un point intéressant donc, pour repérer donc, en quelque sorte quelle est la pointe la plus extrême de la mélancolie sociale que de compter les suicides, qui était qui était comptable pour des sociologues. Donc, voilà. Et donc, au moment donc, du vote de la loi sur le mariage pour tous, nous en avons connu un qui a été très saisissant. Donc, je vous reparle un petit peu pour aller vers la conclusion de ce travail. Donc, c'est un suicide militant, peut-on dire, d'une certaine façon, qui est celui de Dominique Vénère, donc, qui est survenu le 21 mai 2013.
derrière l'autel de la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc devant 1500 personnes, suicide qui a laissé un témoignage écrit. Donc, je vous le lis un fragment de ce témoignage. Donc, il dit « Je me donne la mort ». Donc, c'était donc exactement au moment du vote de la loi, donc c'est tout à fait en rapport, donc du mariage pour tous. Je me donne la mort afin de réveiller les consciences assoupies. Je m'insurge contre la fatalité, contre les désirs individuels qui détruisent nos ancrages identitaires, et notamment la famille, socle intime de notre civilisation multimillénaire. Donc, devant ce qui est impensable pour cet homme, devant cette voix indicible qui habitait ce sujet, qui demeurait dans sa voie psychique, donc pour reprendre, toujours paraphraser cette phrase de Judith Butler, devant ce qui est impensable pour cet homme, la destruction de structures multimillénaires, il n'y a plus que la mort comme solution. Et si la civilisation donc, dans laquelle nous vivons est devenue pour lui anomique, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour lui, pour un sujet? Eh bien, on peut dire que la mort, au contraire, c'est vraiment très nomique, la mort. Pourquoi? Parce que, en fait, la mort elle-même, ce qui est le nomos, c'est ce qui encadre la vie d'un sujet. Vous voyez? Donc, et si le cadre de la vie d'un sujet manque, il y a un autre moyen donc, de donner des limites à la vie d'un sujet, et en plus qui est une valeur absolument universelle et extrêmement efficace, c'est la mort. Donc, on peut dire que la mort, c'est un nomos social qui est absolument essentiel. Elle est la rencontre d'une limite, c'est que personne ne peut éviter et qui vaut pour tous loi universelle parce qu'elle encadre toute vie. Du moment que vous naissez pour la mort, l'être pour la mort. Donc, si le sexe, donc pour Dominique Vénère, n'est plus un argument d'autorité, donc il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'hétérosexualité, on se marie entre hommes, on se marie entre femmes. Bon, je ne sais pas ce qui se serait fait donc avec le mouvement transgenre, donc, en tout cas, l'effet donc est encore plus saisissant. Au moins, si le sexe n'est plus argument d'autorité, la mort le reste. Et si c'est l'anomie qui cause le suicide, l'acte suicide lui-même s'interprète comme un acte de restauration de limite, un acte de restauration nomique au prix de la vie. Ça, c'est certain. Alors, que peut-on penser donc de ça? Et on peut appeler qu'est-ce que ces personnes-là ont perdu? Donc, quelle est cette anomie générée chez les gens qui se croyaient jusque-là normaux et qui l'étaient puisqu'ils vivaient dans la norme édictée, qu'elle soit religieuse ou sécularisée? Ces gens-là ont quand même rencontré une perte. On ne comprend pas ce qu'ils ont perdu, mais quand même, il faut bien admettre qu'ils ont perdu quelque chose puisqu'ils le disent. Et ça nous fait rigoler, mais en fait, il n'y a pas tellement de quoi rire parce qu'il faut le prendre au sérieux. Ça peut conduire effectivement à la mort. Donc, bon, ça ne veut pas dire que je les soutiens, non, mais j'essaye du tout. Je ne les soutiens pas du tout. Je suis complètement en faveur du mariage pour tous, etc. Mais je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe nous permet quand même d'avancer et de comprendre beaucoup de choses. Alors, quelle est la perte? La perte pour eux, c'est la perte de la naturalité du genre. Donc, le genre n'est plus naturel parce que cette perte subie et ses manifestations montrent, et c'est à la thèse de Bruno Perroux, montrent en quoi le genre n'a en définitive rien de naturel, même pour ceux qui croyaient ou qui le croyaient tel, qui croyaient que le genre était naturel. En fait, ils avouent ainsi en manifestant, malgré eux, que le genre est affaire de foi et de croyance et non pas de nature. Donc c'est ça le point qui est là, c'est ce qui est perdu pour eux, c'est effectivement la brillance de leur être familial, hétérosexuel brillant, en fait, qui ne repose dans le fond que sur des commandements qui excluent énormément d'autres possibilités, aux commandements auxquels ils sont tellement habitués qu'ils ont pu croire que c'était
naturel, alors que ça ne l'est pas, et le manifeste comme ça. Sinon, autrement, on ne voit pas pourquoi ils iraient protester par millions dans les rues, alors que de fait, aucun droit ne leur a été retiré, ni non plus aucun appareil perceptible de la réalité. Donc, la réaction produite donc, chez les penseurs straight témoigne par elle-même de la nature construite du genre. Mais à ce niveau, quelque chose d'impensable revient dans le réel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui revient dans le réel? Quelque chose se déchire. Et c'est la toile de la réalité-naturalité straight qui se déchire. Hein, nous connaissons bien l'intensité dans la psychopathologie de la souffrance que produit le déchirement du voile de la réalité. Hein, le monde, à ce moment-là, perd son sens. Le sujet s'y trouve perdu dans un phénomène de déréalisation. Déréalisation qui atteint la vie psychique elle-même avec un phénomène de dépersonnalisation. Donc, si les personnes donc, protestent par millions, c'est bien parce qu'elles perdent un objet, hein, et cet objet que je dirais butlérien, hein, pour faire référence à cette première phrase, hein, et cet objet semble difficile à identifier puisqu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'ils ont perdu, mon Dieu, hein, et, ils disent qu'il s'agit de quelque chose qui est finalement au fondement de leur être ensemble. Alors, tant que nous raisonnons en termes positifs, nous ne pouvons pas identifier l'objet perdu par les manifestants de la Manif pour tous. Mais si nous pensons que cette perte, c'est la perte d'une perte qui les constitue, hein, parce que c'est ça, cet élément donc intérieur, cette voie indicible intérieure, hein, qui nous constitue, hein, qu'il s'agit de la perte radicale d'une possibilité, hein, et qui montre que dans le fond, que le monde straight se fabrique à partir de la perte radicale, et Judith Butler dirait de la forclusion, de la perte radicale des possibilités non straights. En gros, tout L, G, B, T, I, Q, A, etc. Donc, l'exclusion radicale de cette possibilité impensable est le fondement du moi straight. C'est une valeur négative qui est dans le fond fondatrice du straight. Donc, c'est ça qui est perdu. Hein? Et si cette valeur négative est invalidée par de nouvelles lois sociales, c'est le moi straight qui s'effondre. Donc, il faut bien donc entendre dans la Manif pour tous, hein, un cri de mélancolie sociale dont la pointe suicidaire donc, est fait par ce militant essayiste d'extrême droite, très émourien, dirais-je, hein, donc, qui a commis cet acte tragique. Hein. Il n'y a pas de perte de droit chez les sujets straight, hein, donc c'est vraiment donc, ce droit qui a été étendu d'autres situations. Donc, voilà. Donc, mais cette loi, donc, ces lois qui sont succédées depuis le 19e siècle, hein, donc la loi sur le divorce, hein, rien n'empêche les personnes mariées et qui croient à l'indissolubilité du mariage de rester mariées jusqu'à la fin de leur vie. C'était la même chose. Hein, et c'est là où des gens se sont suicidés de la même façon. Hein, et c'est là où Durkheim a fait sa thèse sur le suicide. Hein, donc, mais la loi ouvre les possibilités d'un autre, parce que la loi ouvre des possibilités d'un autre infini, hein, de passer donc du mariage infini à l'infinité des mariages, c'est-à-dire de passer donc d'un mariage unique à la Elisabeth Taylorisation du mariage, hein, donc pour plaisanter avec le terme de Taylorisation qui est le passage donc à l'échelle industrielle, hein, donc hein, puisque Elisabeth Taylor, vous savez, s'est mariée donc je crois 6 fois ou 7 fois, donc voilà, donc cela peut, et ça peut rendre les gens très malades. 8 fois. Hein, oui, 8 fois, d'accord. Donc qui dit mieux, je ne sais pas. Bon. Donc, ça peut rendre les gens très malades. Et Durkheim en avait conscience et appelait aussi la maladie, l'anomie, pardon, le mal de l'infini. Hein, donc, et donc, le mariage pour tous provoque un deuil, hein, donc, mais un deuil assez impossible parce qu'il est deuil d'un objet perdu et dont il est impossible de faire le deuil parce qu'il est impensable. Hein, donc, on sait que le travail du deuil chez Freud, c'est par rapport à des objets qui deviennent pensables. Hein, mais là, il s'agit d'un objet constitutif, impensable, un objet négatif qui construise les sujets. Hein, donc, c'est l'opposition du deuil possible et du deuil impossible. Et la thèse de Butler, c'est de montrer donc hein, qu'il y a des objets
impensables, négatifs, qui construisent le sujet. Bon, chez Lacan, on trouve des éléments comme ça, on trouve des points de forclusion qui sont, par exemple, du côté du refoulement originaire, de l'observation du petit-ans aussi. Donc, il y a un élément donc, de forclusion généralisée, mais peut-être pas poussé à ce point de constitution généalogie du sujet. Illustrer ça donc pour conclure avec un tableau donc de Reur, Mélancolia 1. Donc il faut que je trouve comment je peux partager. Écran partagé. Voilà. Tout le monde le voit? Vous le voyez? Oui. D'accord. Très bien. Donc, Mélancolia de Dürer comment justement illustre bien cette thèse butlérienne. Bon, alors là, donc vous voyez pas exactement le tableau de Dürer parce que je l'ai modifié un petit peu avec l'aide de mon fils Julien qui est comme architecte, donc qui a pu faire ce que je lui demandais dessus. Donc, Mélancolia de Dürer, c'est une œuvre gravée sur cuir par ce génial artiste en 1514, et ça témoigne donc d'un espace infini. Je ne sais pas si on voit la flèche là, on voit quand je montre là l'espace infini qui s'ouvre en haut et à gauche du tableau. Donc, je dirais que il y a une sorte de blessure en quelque sorte qui provoque la mélancolie. Dürer exemplifie la mélancolie sous forme d'une allégorie, qui est l'allégorie de la géométrie. Qu'est-ce qui arrive donc à cet ange déchu de la géométrie, de cette allégorie que nous voyons ici. On trouve, donc, on la voit au premier plan, elle est déchue, infiltrée de bile noire, elle est alourdie par sa pesanteur propre, donc elle n'est plus flamboyante, et on sait à quel point la géométrie est comment dire, s'il faut parler donc de ce qu'est le XVIe siècle, on pense tout de suite à la géométrie et à l'inscription des lois de la perspective dans les tableaux, qui les ont fait vraiment respirer. Donc, on voit que l'allégorie de la géométrie ne peut plus rien faire avec les instruments avec lesquels elle pouvait auparavant se déployer et conquérir le monde. Ces instruments, si puissants soient-ils, le compas, mesurer l'espace, construire l'espace, sculpter, vous avez tous ces éléments-là avec une symbolique qui est forte, ne font que l'enfermer dans le monde de ce qu'elle peut mesurer, de ce qui est à sa portée, de ce qu'elle peut voir. Mais qu'est-ce qui se passe devant elle et qui l'interpelle d'une façon lancinante, d'une façon horrible? C'est le monde incommensurable des phénomènes incalculables, par la géométrie de son époque. C'est-à-dire que c'est avec Descartes qu'on a compris, je crois, les arcs-en-ciel, en tout cas dans son optique. Je crois que c'est sa seule contribution intéressante à la physique. On ne comprend rien à ce que sont les comètes que l'on voit ici. On ne comprend rien à ce que sont les marées non plus à l'époque. Donc, la géométrie se trouve donc face à devoir expliquer des choses qui sont impensables pour elle. Où qu'elle porte son regard, près d'elle, c'est notamment ce polyèdre irrégulier qui est donc géométriquement à l'époque complètement incalculable en termes de surface, de volume, etc. Où qu'elle porte son regard, près d'elle jusqu'au plus lointain, des objets étranges s'accumulent comme autant de tâches qui, pour être hors de sa portée, mais aussi pour montrer combien, au fond, elle est enfermée dans un monde clos. Donc, il y a une sorte d'ouverture vers l'infini et l'impensable qui l'accable. Au lieu si elle était névrosée, disons, cette géométrie mélancolique, elle pourrait désirer la comète, elle pourrait désirer l'arc-en-ciel, elle pourrait désirer la marée, elle pourrait désirer enfin quelque chose qui n'est pas un cube, qui n'est pas une pyramide, toute chose calculable encore à l'époque. Là, non, elle ne peut pas, ça l'accable. Un polyèdre irrégulier,
une marée submergeant des terres, un arc-en-ciel, une comète qui traverse l'espace, apparaissent dans le réel et déchirent une réalité bêtement géométrique, moré géométrico, comme nous disons, dans laquelle elle trouvait auparavant son harmonie. Donc, Mélancolia 1 est l'anomie de la géométrie. Comme Dominique Vénère s'est voulu, par sa performance suicide, être à la place de cette allégorie de géométrie, il s'est voulu être l'allégorie de l'anomie de la différence sexuelle constitutive de la famille comme de l'identité européenne. Donc je pense que cela peut aider à penser ce que c'est que cette mélancolie straight, en quelque sorte. Et comme c'est impensable durérien en géométrie, les études de genre ouvrent une perspective impensable pour toute une partie donc, de la population, toute une partie de tout un peuple qui avait une façon de penser impensable, du moins avec les instruments inconscients de la pensée straight, qui établissent une construction patriarcale du monde dans laquelle nous avons vécu jusqu'à présent, mais dont la toile, devenue fragile dans la modernité, s'est déchirée. Donc cette anomie produit donc, j'arrive de ma conclusion, excusez-moi d'être long, une autre forme donc, de mélancolie de genre que celle que décrit Judith Butler. Elle produit une mélancolie de genre straight, une grande planète mélancolique tombe sur un monde dont les façons de penser l'autre, le désir, ont radicalement évolué en quelques dizaines d'années. Et donc, mon mot de conclusion viendra donc finalement sur peut-être, avec un point d'interrogation, la mélancolie des psychanalystes. Cette mélancolie straight ne nous atteint-elle pas, nous aussi, les psychanalystes? C'est-à-dire, et donc, je poserai des questions que vous pourrez peut-être trouver un peu provocatrices, mais comment pouvons-nous continuer à penser notre expérience avec des mots d'un autre temps, tels que phallus, nom du père, le père mort, la mère, la castration? Comment pouvons-nous encore penser sans les déconstruire profondément, sans donc refaire leur généalogie, comme le propose Judith Butler, sans les déconstruire, comment pouvons-nous encore penser sans les déconstruire profondément, donc ce que l'on appelle le masculin et le féminin, qui sont des abstractions mentales de la différence des sexes, deux modes de pensée séparés, donc par des millénaires de discrimination arbitraire et non pas naturelle. Ne sommes-nous pas, nous aussi, les psychanalystes, amenés dans une forme de mélancolie incurable seulement si nous ne reformulons pas, si nous ne reformons pas notre manière de penser le désir, l'assujettissement, et ce qui permet au sujet d'exister ou de construire une réalité dans notre monde actuel. Et nous aurions beau jeu de dire peut-être que le dernier Lacan évite ces écueils. Je suis un peu d'accord, mais encore faudrait-il s'en inspirer, donc ce qui n'est pas toujours simple, mais aussi au prix d'une remise en cause de ce qu'il n'est pas le dernier Lacan. Et donc, d'une façon générale, tout ce qui est la géométrie, je dirais, bornée, pour continuer l'analogie avec la mélancolie 1 de Dürer, la limitation donc phallo-logocentrique de la psychanalyse. Ne pouvons donc nous pas voir dans les questions qui habitent actuellement en forme de lutte, et de lutte violente, peut-on dire, de nombreux psychanalystes, l'équivalent de la manif pour tous dans le champ analytique. Qu'est-ce que l'on voit dans la contestation point par point des apports de la théorie queer, dans la focalisation sur l'apparition de trans dans l'enfance et dans la dénonciation de traitements hormonaux chirurgicaux, dans le refus de la grammaire inclusive et donc, dans le fond, un refus de ce qui est trans s'écrive. Moi, je crois que les outils de la psychanalyse, comme ceux de l'ange de la géométrie de Dürer, ne sont plus à la mesure du réel incalculable qui les déborde et pour lequel nous avons à répondre. Voilà, je vous remercie.